Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée. Aujourd'hui, petite vidéo et c'est tout. Questions-réponses. Donc, vous m'avez envoyé pas mal de questions par mail, donc sur mon adresse mail. Donc, je vais tenter de répondre. C'est des questions évidemment qui a trait à tout ce qui est l'ésotérisme, à la médiumnité, à la voyance, au magnétisme, aux énergies, aux esprits, à la mort, enfin tout ça. Donc, je vais essayer de répondre le plus simplement possible. Bien évidemment, n'oubliez pas, commentez la vidéo. Un petit pouce en haut si la vidéo vous aura plu. Surtout n'oubliez pas le petit pouce, ça aide et c'est un plus et en même temps ça me montre que vous aimez donc les vidéos. Et bien évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné, il suffit juste de vous abonner à ma chaîne donc Kailis. Il suffit de cliquer là sur la petite tête là qui s'affiche juste là à côté et d'activer aussi la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Ok, allez on y va maintenant. Mais avant de commencer, vous savez déjà la chanson. Intro. Donc je vais répondre à vos petites questions. Donc aujourd'hui il n'y a pas de tirage ni rien dans cette vidéo. Donc là j'ai noté toutes les petites questions que vous m'avez demandées. Donc on va commencer par la première. Alors première question, on m'a demandé pour le tirage Béline. On m'a demandé voilà c'était pour un tirage Béline. Peut-on donc faire un tirage Béline pour soi-même d'un point de vue numérologique? C'est-à-dire tirage Béline, peut-on faire un tirage numérologique à soi-même? La réponse elle est oui. Pourquoi pas? Alors j'ai toujours dit que c'est très dur, on ne peut pas faire de voyance pour soi-même, d'accord? Maintenant, de la cartomancie, on peut le faire pour soi-même. Donc, il faut tout simplement, dans ce cas présent, interpréter la carte telle qu'elle sort. C'est-à-dire, si vous avez par exemple la carte qui sort, ben voilà, la carte du changement, du déménagement, hein, qui sort, c'est un exemple, vous interprétez vraiment cette carte telle qu'elle est là. C'est-à-dire, vous n'essayez pas de partir dans une forme de clairvoyance, de clairaudience ou d'intuition, parce que pour soi-même, c'est très difficile d'être objectif et le mental agit. Et j'ai toujours dit, et je le redis bien évidemment, la principale faille dans la voyance, c'est le mental. Il faut être dans le non-mental. Et pour soi-même, bon, on se veut toujours que du bien. C'est logique et normal. Donc, interprétez la carte telle qu'elle est. S'il y a marqué changement, la carte du changement sort, vous l'interprétez telle qu'elle. Changement veut dire donc transformation, mouvement, déménagement, évidemment, puisqu'on a une notion de mouvement qui est là, déménagement, voilà. Et vous la rapportez à la question. D'un point de vue numérologique, comment le faire? Tout simplement, vous, alors, avec le Béline, c'est de 1 à 9. Vous dites, par exemple, vous posez une question, et à la question, vous dites, voilà, le chiffre 5, et vous tirez, et vous prenez la 5e carte, on va dire, du tas de Béline. Et donc, vous sortez la carte, et vous l'interprétez telle qu'elle. Après, vous pouvez également vous servir des petits numéros qui sont là, d'accord? Pour faire un tirage numérologique. Donc oui, il est tout à fait possible de faire un tirage pour soi-même, que ce soit d'un point de vue numérologique, ou que ce soit d'un point de vue tirage en croix, ou tirage à 9 cartes, etc. Ou même la roue astrologique aussi. C'est exactement pareil. Aucun souci. Deuxième question. Différence entre entité et amérante. Très bonne question. Alors, une âme, c'est quoi déjà? On va déjà partir par l'âme. L'âme, c'est notre essence. D'accord? C'est ce qu'on est réellement. C'est-à-dire, quand on meurt, c'est notre âme qui sort de notre corps. D'accord? Nous avons notre corps physique, et il y a différents corps subtils après qui arrivent, qui font partie de notre âme. Notre corps physique lui-même n'est pas notre âme en tant que tel. C'est juste une enveloppe. C'est juste un, on va dire, le carrosse. La carrosserie, voilà, c'est la carrosserie. D'accord, le physique. Mais l'âme, par exemple, d'une voiture, c'est le moteur. S'il n'y a plus de moteur, il n'y a plus d'âme. La voiture, elle meurt. Et bien là, c'est pareil. Nous, on a notre carrosserie qui est notre corps physique, et après, on a différents corps subtils, donc le corps éthérique, le corps causal, le corps mental, voilà. Il y a différents corps qui correspondent, en fait, et qui appartiennent à notre âme. Donc, c'est notre âme qui sort de notre corps, tout simplement, pour aller dans différents plans vibratoires, donc on appelle aussi l'au-delà. Voilà. Donc, ça, c'est déjà l'âme, une âme. Donc, une âme, alors, après, qui erre, parce que qui sont des différences entre entité et amérante, une âme, donc, qui erre, c'est une âme qui soit ne s'est pas rendu compte qu'elle est partie de l'autre côté, donc elle est morte, tout son corps physique est mort, donc elle s'en est pas rendu compte, donc elle erre quelque part, elle est perdue, et très souvent elle reste statique au même point, là où il y a eu le décès de la mort physique, voilà. Ou alors ça peut être aussi une âme errante qui n'a pas envie tout simplement évidemment de mourir, soit
parce qu'elle a une attache spéciale dans cette vie matérielle. Donc ça peut être par exemple des biens matériels importants, etc. Et donc elle a pas envie de quitter tout ça, et donc elle s'accroche au plan matériel. Donc ça peut être une aberrante parce qu'elle ne monte pas de l'autre côté jusqu'à ce qu'elle prenne conscience qu'il y a autre chose que le matériel après. Voilà. Donc ça peut être aussi une aberrante. Les fantômes, ce sont des âmes qui errent également. Aberrante égale également fantôme, d'accord? Mais les fantômes qui se manifestent d'une certaine façon. Bon. Une entité, c'est quoi? Une entité, c'est, j'ai envie de vous dire, c'est plus, on va dire, des formes pensées. Voilà, une entité, pour moi, ce sont des formes pensées. Attention, je répète, c'est ma vérité, c'est ce que j'ai vécu, ce que je vis, ce que j'en sais, ce que l'on m'a dit. Ce n'est pas une vérité absolue. Chacun peut se faire, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a le partage de commenter, pour justement qu'on puisse s'enrichir les uns des autres. C'est important, l'enrichissement. L'entité pour moi c'est donc une forme pensée, c'est-à-dire que c'est une forme d'énergie, alors elle peut être positive, elle peut être négative, peu importe, et alors très souvent on parle d'entité plutôt négative que positive, d'accord? Parce que logiquement, les énergies positives ne viennent pas nous polluer, et les entités ont tendance à venir nous polluer, d'accord? Donc l'entité se rattache, on va dire, plus facilement à une énergie négative, mais il y a des entités qui sont positives. Des entités, par exemple, positif en tant que tel, qui, comme je le répète, est une forme pensée, c'est une énergie, c'est des consciences. Par exemple, les êtres lumineux, les êtres de lumière sont des entités. D'accord? C'est ça qu'il faut savoir. Les anges, etc., les archanges sont des entités, ce ne sont pas des âmes, ce sont des entités. Voilà. Les démons, tout ce qui est négatif, les démons, etc., sont des entités négatives aussi. D'accord? Et c'est aussi tout ce qui est forme pensée. Ça forme une entité. Voilà. Donc c'est ça la différence entre entité et aberrante. Aberrante, c'est, on va dire, quand vous mourrez, le corps physique meurt et votre corps sort, et votre âme sort de votre corps pour aller dans l'au-delà. Donc là, on est dans l'âme, en question de la personne. Et l'entité, c'est plus soit des entités, donc énergie, conscience positive, donc les êtres lumineux, les anges, les archanges, ou les formes pensées positives. Et ça peut être également des entités négatives, les démons, ceux qui sont dans le bas astral, etc. Les énergies, les formes pensées également négatives, polluantes. Voilà. Troisième point, souvent, alors attendez, parce que moi j'ai toujours du mal à me relire, alors souvent on dit que la spiritualité est un mot à la mode. Pourquoi? Ah, voilà, souvent on dit que la spiritualité est un mot à la mode. Et pour vous, c'est quoi être spirituel et la spiritualité? D'accord. Alors souvent on dit que la spiritualité est un mot à la mode, et pour vous, c'est quoi être spirituel? Alors, oui, pour moi, la spiritualité est un mot à la mode. On dit, ouais, je suis spirituel à tout va. Ouais, je suis spirituel, je suis dans la spiritualité. Mais je suis sûr que si je demande là aux personnes, encore une fois, répondez en commentaire, qu'est-ce que la spiritualité réellement? Je pense qu'il y aura des versions différentes de chacun de vous, ou même certains qui ne seront même pas. Même moi, dire... Qu'est-ce que la spiritualité en tant que telle? C'est un mot. En fait, la spiritualité correspond à l'invisible et également à nos émotions et à nos croyances. C'est ça la spiritualité. On peut avoir une spiritualité lumineuse, positive, comme on peut avoir une spiritualité négative, ténébreuse, si vous voulez. Voyez? Voilà. C'est pour ça que je vous dis que la spiritualité est un mot à la mode. Quand tu vois on est spirituel, ça veut tout et rien dire. C'est simplement les croyances qu'on a. Les directives qu'on a envie de donner à cette croyance, voilà, positive ou négative, les énergies qu'on envoie, etc., forment une forme de spiritualité. Mais c'est un mot, c'est tout. Ça correspond à l'invisible, ça correspond à de l'ésotérisme en tant que tel. Ce n'est pas un mot religieux non plus. Et spirituel ne veut pas dire être religieux. C'est deux choses différentes. D'accord? Important. Et pour vous, c'est quoi être spirituel? Alors pour moi, c'est quoi être spirituel? Spirituel, c'est avoir des croyances, qu'elles soient bien fondées ou mal fondées, qu'elles soient positives ou négatives, c'est ça. C'est les croyances, ce vers quoi on tend, c'est l'invisible, c'est l'impalpable, c'est ça pour moi la spiritualité. Voilà, tout simplement. C'est une forme de pensée, si vous voulez, qu'on a, et pour soi-même. Quatrième question. Pour vous, Kailis, un médium est-il forcément croyant et pratique-t-il une religion? Alors, à cette quatrième question, je vous répondrai non. Un médium n'est pas spécialement
religieux, ne croit pas spécialement en une religion, il peut très bien être athée. Il n'y a aucun... La médiumnité, c'est une chose. C'est contact avec l'invisible, n'a rien à voir avec une croyance sur un Dieu quelconque. Voyez? Donc, c'est deux choses à part, différentes. Alors, un médium peut être religieux, bien évidemment, mais un médium peut très bien être athée. Très souvent, d'ailleurs, les médiums qui sont athées, quelque part, qui ne croient juste à la vie, voilà, à l'invisible, ce qui est plutôt mon cas, on va dire, je crois à la vie, je crois à l'invisible, je crois à l'univers, au cosmos, voilà, mais je ne crois pas spécialement à un Dieu. Pourquoi? Parce que, je ne l'ai jamais vu, et je ne crois que ce que je vois, d'accord? Pourquoi je crois en l'invisible? Parce que je vois, parce que j'entends, et parce que je le vis. Donc, oui, je suis dedans. Mais, Dieu, j'ai jamais vu Dieu. Jésus, j'ai jamais parlé à Jésus. La Vierge Marie, j'ai jamais parlé à la Vierge Marie. Bon, je parle à des êtres lumineux, oui. Alors, il y a une énergie qui est là, c'est certain. Maintenant, ce sont des êtres lumineux, c'est-à-dire qu'on soit musulman, qu'on soit hindouiste, qu'on soit bouddhiste, vous voyez, les êtres lumineux sont les mêmes. Après, on se les rattache à notre propre religion. C'est-à-dire que pour nous chrétiens, par exemple, on dira, ben voilà, on a l'archange Michael, on a la Vierge Marie, on a Jésus. D'autres, par exemple, dans d'autres religions, verront, bon, moi je ne connais pas les autres religions, hein, les autres noms, comment on peut les appeler, mais Mahomet, et un tel, vous voyez. Donc chacun se calibre, si vous voulez, à sa religion, se rattache à sa religion et interprète ensuite la puissance de l'être lumineux à sa religion en lui portant un nom. Bon. Et l'être lumineux peut également venir à soi en disant, ben voilà, je m'appelle Saint-Pierre, ou voilà, je m'appelle Michael, ou l'archange Raphaël, ou l'archange Métatron, vous voyez, par exemple, pour nous chrétiens. Pourquoi? Parce que comme ça nous donne une référence. Mais honnêtement, eux, de l'autre côté, ils ont quelque chose à faire, ils ont, on va dire, un chemin à faire, ils ont un travail à faire, et peu importe comment ils s'appellent, eux ils font leur boulot, mais ils se viennent à nous selon nos propres croyances, tout simplement, c'est-à-dire qu'ils se manifestent selon nos propres croyances. Donc pour moi, un médium n'est pas censé, ou n'est pas obligé en tout cas, d'être croyant et d'être religieux. C'est deux choses totalement différentes, encore une fois, comme la spiritualité. Alors, c'est sûr qu'un médium est plus ou moins spirituel, parce qu'il dégage des énergies. On est bien d'accord. Maintenant, il n'est pas censé être, ou il n'est pas obligé d'être croyant et religieux. Tout simplement. Cinquième point. J'espère que j'ai été clair. Cinquième point. Quels sont les meilleurs supports? Alors, quels sont les meilleurs supports? Il n'y a pas de moins bon ou de meilleur support. Tout dépend ce que vous voulez en faire, tout dépend ce que vous en faites, tout dépend ce que vous en retirez et surtout votre feeling. Alors certains, ça peut être les oracles, voilà, tout simplement. Ça peut être également les tarots, ça peut être également des cartes de guidance, tout simplement. Ça peut être le pendule, ça peut être, pourquoi pas, une pyramide de cristal, ça peut être également un support, une boule de cristal, des pierres, c'est un support, la photo est un support, les bougies, pourquoi pas, sont des supports, hein, les bougies peuvent être des supports, nous voyons, je sais pas, par le feu, par exemple, il y a quoi d'autre encore? Il y a les runes également, qui peuvent être un support, il y a naturellement également la numérologie, l'astrologie, qui peuvent être également un support, voilà. Il y a plusieurs supports, et il n'y a pas de support mieux qu'un autre, c'est vraiment son ressenti, les flashs que ça développe, que ça donne, ce qu'on ressent. Voilà, certains sont mieux avec les tarots, se sentent plus à l'aise avec les tarots, d'autres avec les oracles, d'autres avec le pendule, d'autres avec plutôt le feu, d'autres avec pourquoi pas également une bouteille d'eau aussi, hein, voilà, parce que l'eau, naturellement, c'est très c'est réceptif, hein, vous voyez, le cristal également de roche, d'autres avec des boules de cristal, voilà. Il n'y a pas de meilleur support, c'est vous qui devez adopter votre support que vous aimez. Ah, voyez. Bon, moi, les supports que j'ai de prédilection, on va dire, entre guillemets, ce sont les oracles, le pendule, et je travaille également avec l'écriture, par exemple, ou les photos. Voilà. Mais j'utilise aussi des fois de l'eau, bien sûr, la boule de cristal, des fois, ça peut m'arriver, et le feu aussi. Voilà. Hein, par exemple, le tarot, je m'y connais, mais je ne suis pas un expert. Et c'est pas ce qui m'attire le plus. Voilà pourquoi vous ne me voyez pas souvent utiliser les tarots. Mais pourquoi pas un jour, je ferai des tirages avec le tarot, bien évidemment. Mais c'est pas ce qui m'attire le plus. Voilà. D'accord? C'est ça que je veux dire. Voilà. Donc, il n'y a pas de meilleur support qu'un autre. C'est chacun son support. Ça, c'est important. Sixième question.
Kailis, allez-vous faire des conférences, si oui, où, et des contacts défunts aussi? Alors, oui. Alors, ce ne sera pas des conférences, comme on entend, comme on voit très souvent les conférences. Non. En fait, ce que je vais faire, bon, je vais être, je pense, un des premiers, hein, bon, et je vais pas tout révéler. Voilà, je vais pas tout révéler, mais bon, voilà, ça devrait être en 2021. Et vous, parce que, notamment, là, pour le moment, on peut rien faire. On est un petit peu, avec ce qui se passe, on est un petit peu pieds et mains liés. Mais ce que je vais faire, ce sera dans des théâtres, un théâtre qui est prévu, donc qui va à peu près 100-150 personnes, et ça va être comme une forme de stand-up woman show, où justement vous pourrez venir et vous participerez donc à ce stand-up. Donc il y aura naturellement de la médiumnité, il y aura également de la voyance, mais ce sera en forme de stand-up. C'est vraiment, voilà, je n'en dis pas plus, vous verrez ça. Donc je vous invite, ce sera sur Paris, donc je vous invite, et j'espère pour toi pas ensuite le faire sur toute la France. Donc voilà, je vous invite à vous préparer pour venir. Voilà, tout simplement. Donc, est-ce que je vais faire des conférences? C'est pas des conférences en tant que telles, mais il va se passer des choses en effet sur 2021. Voilà, si tout se passe bien. 7e question. Alors, attendez que je... Alors, si je veux une consultation, faut-il mieux la faire en face à face, au téléphone? Qu'est-ce qui est le plus efficace? Alors, vous pouvez le faire en face à face, c'est très bien, ça permet d'avoir une convivialité, bien sûr. Le téléphone, c'est très bien aussi. Alors, il n'y a pas la convivialité de se voir, de se serrer la main, ou etc., et d'avoir, ou même d'inviter, on va dire, le consultant à prendre un verre de thé, par exemple, ou un verre d'eau. Il n'y a pas ça, mais voilà. C'est également un mode de fonctionnement, comme il peut y avoir également par WhatsApp, par également Skype, etc. Moi, je fais... Alors, avant, je faisais du face-à-face, maintenant, je fais téléphone, Skype et WhatsApp. Pourquoi? Déjà, j'ai remarqué que on a de très très bonnes connexions, si ce n'est même mieux que le face-à-face. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que là, on n'est pas, on va dire, notre mental ne rentre pas en jeu. C'est-à-dire que la personne ne la voit pas, par exemple, au téléphone, donc automatiquement, il n'y aura pas à dire, ah bah tiens, elle se tient de cette manière, elle est habillée de cette manière, tiens, elle fait ça, ah elle ose chatter quand je parle. Il n'y a pas de limite qui peut trahir, on va dire, une médiumnité, par exemple un contact défunt, ou une voyance. C'est-à-dire que là, on va dire les choses, on ne voit pas la personne en face. Donc, c'est vraiment... Voilà, c'est blanc, c'est neige, c'est fluide, je veux dire. Il n'y a pas de problème de se dire, ah tiens, peut-être qu'il a lu, peut-être dans mon regard, peut-être dans mes yeux, peut-être qu'il a compris ça. Par exemple, imaginons que quelqu'un, par exemple, qui vient consulter, qui est très bien habillé, qui a des beaux bijoux, tout, automatiquement, on va voir qu'elle a un standing et que le voyant même inconsciemment, on va dire, ah oui, mais je vois que ça va bien pour vous financièrement parlant, etc. Ben, si elle vient bien habillée avec des bijoux, avec une, ou par exemple, quelqu'un qui vient avec une Rolex, automatiquement, on ne va pas dire qu'il lui manque d'argent. Donc, vous voyez, tandis qu'au téléphone, on ne voit rien. Donc, on est vraiment dans des énergies vraiment pures de la consultation. Et c'est ça que j'aime bien, hein, que j'ai remarqué. Bon, voilà. Le seul truc qui monte, c'est sûr, c'est la convivialité. Bon, on peut être convivial également au téléphone. Hein, voilà. On peut sourire, on peut se marrer. Hein. Moi, je me marre hein, au téléphone. Je souris, je me marre. Je fais des blagues, parce que j'aime bien blaguer. Voilà. Ça n'empêche. Mais bon, voilà. Après, certes, des personnes aiment bien le face-à-face. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, quand je vais faire les conférences, ou plutôt le stand-up, vous serez en face de moi. Donc là, il y aura du face-à-face. Voilà, d'accord? Voilà. Et donc, le téléphone, est-il plus efficace ou moins efficace que le face-à-face? Je viens de vous répondre. C'est tout aussi efficace, si ce n'est pour moi, même mieux. Voilà, tout simplement. Alors, ça peut être évidemment Skype, ça peut être évidemment WhatsApp. Voilà, il y a plein de systèmes maintenant pour pouvoir consulter. On est à la 8e question. Alors... Décidément, j'écris très mal. Hein. Pouf, oh là là, j'ai du mal à me relire. Alors, je m'interroge car en visionnant vos vidéos, j'ai l'impression que vous vivez pas comme un médium. Une question qui m'a bien fait marrer, ben voilà. Donc je m'interroge car en visionnant vos vidéos, j'ai l'impression que vous vivez pas comme un médium. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment vivent les autres médiums. Hein. Je ne suis pas dans la peau d'un médium, etc. Je ne sais pas s'ils vivent différemment ou pareillement, ou je ne sais pas. Moi, je suis comme tout le monde, je suis un être humain, je suis là. Donc, oui, certes, je suis médium, voyant, magnétiseur, radiesthésiste. Voilà, ok, certes, mais voilà, bah oui, je mange, je bois, Attends, pas d'alcool, hein, je précise, mais bon, voilà, je mange, je bois, je vais faire le marché, je vais faire mes courses, je fais du sport, oui, beaucoup de sport.
ça c'est sûr. C'est mon hobby. Beaucoup de sport, je lis, je m'instruis, je regarde la télé, je rigole, je danse, je chante. Mais attention, si je chante, il y a une tornade parce que je chante très très mal. Mais bon, voilà. Donc je ne sais pas la question véritablement quoi répondre. En vous voyant mes vidéos, je suis peut-être pas comme un médium. Oui, c'est sûr que j'ai pas tout tralala, on va dire, un petit peu avec la boule de cristal, Madame Irma, où je parle pas de 7e génération de médium, où je parle pas de je sais pas quoi qui va descendre, ou je sais pas quoi. Oui, non, je suis aussi très cartésien, d'ailleurs je suis très pragmatique, je suis ancré, on va dire, quand même à la terre, même si j'ai une connexion de l'autre côté, j'ai aussi une connexion sur la terre et je suis ancré. Donc je pars pas dans tous les sens, donc beaucoup de médiums et voyants. Si c'est ça que vous voulez dire, en effet, je suis totalement différent de certains médiums qui sont un petit peu trop perchés pour moi. Voilà pourquoi je ne collabore pas avec d'autres médiums voyants, j'en connais peut-être 2, 3 ou 4 de connaissances, mais c'est pas des collaborations en tant que telles. Voilà, ça c'est certain. 9e question. Vous êtes aussi magnétiseur. Quel type de magnétisme utilisez-vous? Oui, je suis magnétiseur. Quel type de magnétiseur? C'est vrai qu'on a plusieurs types de magnétisme, de magnétiseurs. Il y a ceux qui font du Reiki, il y a ceux qui font du Lao Chi, il y a ceux qui font du Reiki Mario, il y a ceux qui font du magnétisme, on va dire, je sais pas, avec les êtres lumineux, les êtres de lumière. Il y a ceux qui magnétisent également avec, je ne sais quoi, avec des baguettes, etc. Bref, il y a plusieurs types de magnétiseurs, d'accord? Plusieurs formes de magnétisme. Moi, j'utilise principalement un dérivé du Quantum Touch. Donc le Quantum Touch, c'est une forme de magnétisme. J'ai donc fait les trois degrés du Quantum Touch, et donc j'utilise le Quantum Touch, si vous voulez, pour faire mon magnétisme. Vous pouvez regarder sur internet Quantum Touch, de taper et regarder un petit peu en quoi ça consiste. Voilà, donc moi j'utilise surtout le Quantum Touch, et également j'utilise également tout simplement le magnétisme de l'univers. Voilà, donc je m'aide très souvent des êtres lumineux pour également m'aider dans mon travail de magnétiseur. Mais c'est surtout, en premier lieu, surtout le Quantum Touch et le magnétisme avec des êtres lumineux, on va dire, avec l'univers, c'est pour une forme de magnétisme, plus on va dire pour tout ce qui est l'aura, etc. Voilà. 10e question. Comment vous vous protégez lors de vos voyances ou contrats de défense? Alors, j'ai pas de protection particulière. J'ai, on va dire, une pierre qu'on appelle donc l'œil céleste, que j'ai, voilà, mais c'est plus pour la photo, mais c'est vrai que c'est une pierre qui est également très protectrice, donc je la porte. Maintenant, j'ai pas de protection véritable. La seule protection que j'ai, c'est que je travaille avec le cœur. Voilà, je travaille avec ma lumière, avec le cœur, et avec l'envie de partager quelque chose avec la personne, et surtout l'envie de partager également et de communiquer avec l'énergie, avec la conscience de la personne qui est partie de l'autre côté. Donc voilà ce qui m'intéresse. De là, pour moi, la protection du moment où je travaille avec mon cœur, que je m'en amondis d'être là et d'être présent autour de moi, je suis protégé, voilà, je suis dans une bulle de protection, généralement, tout se passe très très bien, j'ai jamais eu de problème, voilà, donc, tout simplement, donc voilà, ma protection, on va dire qu'un petit gris que j'ai, c'est ma pierre, donc l'œil céleste, entre guillemets, voilà, oui, voilà, mais c'est plus un gris pour moi, mais c'est vrai que c'est une pierre, attention, de protection, et ça, je ferai une vidéo sur la lithothérapie, c'est une vraie pierre de protection, attention, hein, d'accord, voilà, mais pour moi, on va dire que la vraie protection, c'est l'intention positive que vous envoyez, que ce soit en voyance, en magnétisme, en contact défunt, en canalisation d'aide lumineux. Si vous faites ça avec le cœur, avec l'énergie positive, dans la lumière, et que vous demandez à votre guide de vous protéger, d'être présent, et de vous envoyer des bonnes énergies, des bonnes personnes, généralement, ça se fait dans de bonnes conditions, et vous ne tomberez que sur du positif et des énergies positives. 11e question. Est-il essentiel et obligé de méditer pour avoir les capacités? Ce n'est pas une obligation, la méditation n'est pas une obligation. C'est sûr que tout médium doit passer plus ou moins par la méditation à un moment donné pour pouvoir mieux canaliser, mieux se centrer et mieux, on va dire, percevoir les messages et surtout avoir confiance en soi et être dans le non mental. Après, ce n'est pas une obligation. Par exemple, quand je fais par exemple mes voyances, je fais pas de voyance et après je médite et après je prends une autre voyance. Non. À la rigueur, je fais une méditation peut-être un petit peu le matin, et c'est pas tous les jours, je peux en faire par exemple 2-3 méditations dans la semaine, ou 4 méditations dans la semaine, je prends 15-20 minutes, pas plus, et voilà. Et après, ça met pour toute la journée. Voilà. J'arrive à méditer directement et à faire un cut-off dans ma tête pour pouvoir être dans le mental et communiquer. Donc voilà, j'ai pas besoin, et c'est pas pour une obligation de méditer, c'est un plus. Donc je vous invite à le faire, c'est un plus.
Surtout quand on commence et qu'on débute, je dirais qu'il faut le faire. Moi, quand j'ai débuté, je le faisais tous les jours. Des méditations, j'en faisais tous les jours. Attention, 30 minutes de méditation tous les jours. Quand j'ai débuté. Voilà. Après, maintenant, j'en fais un peu moins, mais je reste quand même à en faire parce que c'est un apaisement pour le cerveau, un apaisement également pour nos énergies, un apaisement également pour notre corps physique. Donc, voilà, méditer. Après, la méditation, c'est pas la peine non plus de faire 4 heures. Vous n'êtes pas des yogis, d'accord? Une méditation de... Mieux vaut faire une méditation de 10 minutes, mais une belle méditation où vous êtes totalement sorti de tout, voilà, qu'une méditation d'une demi-heure, 1 heure, mais où il y a plein de parasites qui vous viennent. Parce que dans ce cas-là, vous ne serez pas dans la méditation, d'accord? Donc voilà, donc à vous un petit peu, alors déjà, d'apprendre la méditation, hein, et savoir, on va dire, faire couper un petit peu le circuit qu'on a là dans le cerveau qui nous parasite, et ensuite vous méditez 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, voilà, voire 30 minutes, ça ne sert à rien de faire plus. Bah, après, naturellement, si vous voulez faire 4 heures, vous faites 4 heures, mais évidemment, si vous avez le temps, voilà. Par rapport à la méditation, je crois que je voulais dire autre chose également. Ah oui, vous pouvez méditer assis, allongé, en mode lotus, peu importe. Il faut que vous soyez dans une posture qui vous convient, où vous êtes et où vous ne bougerez pas et où vous n'aurez pas après des courbatures quand vous allez vous lever, bien évidemment. Attention, si vous le faites allongé, de ne pas vous endormir. Donc évitez de méditer quelque part après un repas très lourd. Voilà. Après, voilà, par exemple, avoir mangé à Noël, évitez de faire la méditation après avoir mangé le repas de Noël. C'est un exemple. Qu'est-ce que je pouvais dire encore sur la méditation? Voilà, les capacités, c'est vrai que les capacités psychiques, je l'appelle capacités psychiques, que ce soit médiumnité, etc., ont besoin d'être canalisées. Donc la méditation aide à canaliser vos capacités. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Et ben voilà, c'est fini. Donc on était à la 11e question et c'était la fin des FAQ. Donc des questions. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous avez appris certaines choses, que vous aurez compris certaines choses. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à me dire. Je tenterai de répondre, je regarde tous vos commentaires, sachez, attention, hein, même si des fois je ne peux pas répondre, je regarde tous vos commentaires. Donc je regarde vos commentaires, je réponds autant que je peux quand même aux gens, j'essaie de répondre au maximum, et bien sûr un petit like si vous avez aimé. Voilà, je vous dis à tous à très très vite, bisous, à très vite, ciao.